Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous. Comme chaque mercredi, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Installez-vous confortablement. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette émission. De Tombouctou à N'Djamena, de Gourma à Gao, le vent du désert ou le vent du Sahel ne se contente plus de balayer les dunes. Parfois, il emporte les illusions et d'autres fois, il dévoile les jeux de pouvoir qui entourent ce vaste territoire. Au cœur, depuis plusieurs années maintenant, d'une véritable géopolitique du chaos installée de façon méthodique par les puissances occidentales. Ces dernières semaines, le Sahel est en effervescence, ou tout du moins certains pays sahéliens, notamment les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, qui accentuent leur coopération, notamment militaire, et qui, en même temps, ont organisé leur premier sommet. Dans l'actualité également, et à quelques jours après l'incident dit du drone neutralisé par l'armée algérienne à Tinzaouatine, frontière algéro-malienne, le Mali monte le temps, ou bien le temps monte de part et d'autre, faisant craindre de nouvelles tensions géopolitiques. Et la question demeure, pourquoi les autorités de la transition malienne plongent-elles la tête la première dans un bras de fer avec Alger? Et bien que l'AES et ses relations avec le voisinage attirent les projecteurs et attirent la presse, attirent les commentaires, il est à noter, cela dit, que le Sahel, c'est aussi d'autres pays, d'autres intérêts dont on parle moins. Au-delà de cette actualité brûlante, le Sahel, et on l'oublie souvent, c'est aussi la grande histoire, celle que les peuples se transmettent généreusement de génération en génération. Avant d'être une zone instable, une zone grise, une zone de géopolitique du chaos, le Sahel, avant les empires coloniaux, et avant la domination occidentale, c'était aussi un espace structuré, dynamique et profondément connecté à un carrefour des empires, de civilisations et de cultures. Le Sahel, au cœur de l'Afrique, cible de l'empire, est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir. Et pour ce numéro, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Omar Benbarti, analyste politique qui me rejoint depuis Oran. Bonsoir Omar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir à tous. J'aurai également le plaisir d'être accompagné ce soir d'un habitué également de Cap sur l'Afrique, Jonathan Batangane, qui me rejoint depuis Douala au Cameroun. Bonsoir Jonathan, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Al24. Bonsoir à M. Benbarti et à tous les techniciens. On se retrouve tout de suite. Une fois n'est pas coutume, je commence avec le plus jeune de mes invités, Jonathan, avant de revenir au cœur de l'actualité. Un point historique ou un point pédagogique s'impose à nous. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement avec nous sur l'histoire du Sahel et pourquoi est-il aujourd'hui au cœur des convoitises quand on sait que ça reste une région enclavée? Le Sahel, qui est aujourd'hui la région qui correspond à la partie saharienne ou saharienne du continent, est un espace partagé qui partage à la fois l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique noire, et l'Afrique maghrébine, l'Afrique dite blanche. Cette Afrique qui est plurielle est un carrefour de métissage, un carrefour de diversité ethnique, mais aussi de brassage entre plusieurs populations d'horizons divers et aussi un carrefour de rencontre entre les empires. Quand vous savez que ça a été la zone de contrôle de l'empire Maure, les Maures qui ont contrôlé jusqu'en Andalousie, en Espagne, ça a aussi été un point de rencontre avec l'empire ottoman, un point de rencontre avec des royaumes historiques comme le royaume Songhai, comme l'Empire du Ghana, comme l'Empire du Mali. C'est le berceau de grandes civilisations multimillénaires. Donc, cette zone, le Sahel, est une source de convoitise tant par le fait que ces populations ont influencé le destin de l'Afrique dans sa partie continentale que dans les projections que l'Afrique a eues sur
le reste du monde, notamment avec les influences ottomanes, aussi les influences maures. Le Sahel, c'est aussi cette partie du globe qui est convoitée par les puissances occidentales qui savent que cette zone est hautement riche en eau douce. Vous avez la plus grande rivière souterraine d'eau douce qui traverse l'Algérie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Vous avez des ressources minières extrêmement importantes. Le bassin de Taoudéni, dans la zone qui nous concerne, est aujourd'hui l'objet de convoitises de plusieurs puissances. Et vous avez aussi une zone qui est riche en or, en diamants, donc en minerais stratégiques qui peuvent permettre à des pays de penser leur développement ou bien de penser leur compétitivité économique. Ce Sahel, c'est aussi le point de rencontre entre des influences françaises, des influences espagnoles du point de vue colonial, avec l'influence espagnole au niveau du Sahara occidental, puis française au niveau du Maroc et de l'Afrique dite francophone. Vous avez une reconfiguration du Sahel depuis le début du XXIe siècle avec la construction de ce qu'on appelle le Grand Moyen-Orient qui s'étend du Sahel jusqu'à dans ce que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Orient, avec le projet du Grand Israël qui va venir être frontalier du Sahel. Donc, c'est aussi la rencontre de ces enjeux géopolitiques, géostratégiques qui fait ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahel. Et cette dynamique, malheureusement, est caractérisée par vous l'avez précisé, une géopolitique du chaos qui embrase les espaces, embrase les peuples et crée ces situations conflictuelles qui, malheureusement, aujourd'hui, divisent et inquiètent les populations tant dans le Sahel qu'au-delà du Sahel. Très bien, comme je viens vers vous, Omar Benbarti, et comme vous le savez, comme le savent aussi nos très chers téléspectateurs, le Sahel traverse depuis plus d'une décennie un abcès sécuritaire sans précédent dans son histoire. Et je ne sais pas si je peux me permettre de le dire comme cela, mais parfois on a l'impression qu'un des enjeux autour de cet abcès sécuritaire, c'est de contrôler le narratif autour du, entre parenthèses, terrorisme. Est-ce que ce n'est pas finalement à qui sert le contrôle de ce narratif finalement, M. Benbarti? Et est-ce que le contrôle du narratif autour de cet abcès sécuritaire est un enjeu comme on le voit autour de la question coloniale ou de la question néocoloniale? Oui, je pense que c'est tout à fait exact. Et ce qu'a dit notre ami Jonathan est bien documenté concernant la situation actuelle au Sahel et l'objet de convoitise qu'il peut constituer. Néanmoins, aujourd'hui, il y a un narratif effectif qui se traduit par des propos qui facilitent un petit peu ce que vous avez appelé la géopolitique du chaos et qui permet à certaines puissances occidentales, bien entendu, de développer une attitude tout à fait intéressée avec la situation qui existe au niveau des pays qui constituent cette bande importante que représente le Sahel. Mais ceci étant dit, l'objet de convoitise, il est normal. C'est un peu ce qui arrive dans tous les pays du monde, mais toujours est-il que le véritable enjeu, ce serait que les populations de ces régions puissent se prendre en main et puissent constituer elles-mêmes leur destin, de sorte qu'elles remettent en cause un petit peu les visions qui sont développées à travers ces convoitises. Donc, on revient à la situation actuelle où l'on voit des gouvernements qui sont en train de développer des attitudes tout à fait néfastes, je dis bien néfastes, pour l'ensemble de leur population, parce qu'elles ne vont pas dans le sens de l'intérêt de ces populations. Et donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que l'attitude que développe un pays comme l'Algérie par rapport aux convoitises des uns et des autres, aux ambitions, parce qu'il y a aussi les ambitions des pouvoirs en place, c'est qu'elle essaye de développer une attitude qui a toujours été la sienne depuis son indépendance, à savoir l'unité, la fraternité, la recherche de l'union. Et si des pays ou des gouvernements tombent dans le péché mignon qui consiste à vouloir développer
des pratiques individualistes, eh ben, je crois qu'elles sont vouées à l'échec. L'histoire nous a appris cela, cela fait plus de 60 ans que les aînés, les fondateurs de l'Union africaine avaient développé une vision. Je parle de Kwame Nkrumah, je parle de Modibo Keïta, je parle de Gamal Abdel Nasser, je parle de Mandela, etc. Ces gens-là avaient développé une vision qui consistait à développer la recherche de l'unité et trouver les voies et moyens de dialoguer, d'être ensemble, de se développer ensemble. Or, visiblement, aujourd'hui, il y a une génération qui arrive, qui se prétend, je dis bien qui se prétend panafricaniste. Mais ces prétendus panafricanistes, moi je considère qu'ils sont, pour certains d'entre eux, complètement à côté de la plaque, puisque le panafricanisme tel qu'il a été développé par les pères fondateurs des États africains consistait justement à rechercher l'unité, le dialogue, l'union, la recherche des efforts communs. Or, aujourd'hui, nous assistons à des personnels qui développent des attitudes tout à fait individualistes et qui ne vont pas les mener très très loin. Très bien, M. Benbarti, mais finalement, est-ce qu'on peut se poser la question à qui profite cet abcès sécuritaire sans fin? Est-ce qu'on peut dire à qui profite cette guerre sans fin au Sahel? Bien sûr que la question finale, c'est celle-là. C'est la question initiale et c'est la question finale. À qui profite le crime? À qui profite le crime? On observe bien que ce crime ne profite en dernière instance qu'à ceux-là même qui ont toujours des visées colonialistes ou néocolonialistes sur l'Afrique. Et quand je parlais des prétendus panafricanistes, je considère que ceux-ci développent un discours à rebours de l'histoire dans la mesure où ils développent des stratégies individuelles. Ils considèrent, par exemple, que développer une forme de racisme à contre-courant, c'est productif. Or, cela est contre-productif. L'Afrique, quand on dit que c'était le continent noir, non, c'est un continent comme un autre, dans lequel il y a des populations qui sont basanées, d'autres qui sont noires, d'autres qui sont blanches. Qu'importe, le problème, il n'est pas là. Mais développer un discours de racisme pour dire parce que nous sommes africains, nous avons la peau noire et donc nous devons chasser tout ce qui est blanc d'Afrique, ça c'est complètement ridicule. La planète entière, la Terre telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est constituée de différentes populations qui sont toutes originaires d'un même arbre, d'une même lignée, qu'elles soient blanches, jaunes, pâles, vertes ou blanches, qu'importe. Le problème c'est est-ce que nous avons des intérêts à développer en commun? Et je crois que la situation actuelle des pays africains, c'est d'abord et avant tout le développement pour en faire en sorte que les populations soient à l'aise et qu'elles puissent profiter de leurs richesses, ce qui n'est pas le cas. Nous voyons bien ce qui s'est passé au Soudan, ce qui s'est passé en Libye, le massacre qui a eu lieu en Irak, les massacres qui ont encore lieu aujourd'hui, chaque jour que le bon Dieu fait en Palestine, les guerres qui se développent à travers le monde montrent que la loi du plus fort est en train de devenir la seule loi qui importe aux yeux des gens qui développent des convoitises. Mais attention justement à ne pas tomber dans ce jeu du crime qui profite à ceux-là même qui ont intérêt à ce que ce crime soit réalisé, que le chaos se généralise. Très bien. Jonathan, est-ce que finalement, à la lumière de ce que vient de nous dire M. Benbarti sur les guerres d'influence que se livrent les grandes puissances, on peut considérer aujourd'hui que le Sahel est devenu un tout nouveau front d'une guerre d'influence entre les puissances globales, notamment en ce qui concerne l'industrie de l'armement? Tout à fait. C'est aujourd'hui ce à quoi on assiste avec une tentative surtout d'isolement de l'Algérie, qui passe par une instrumentalisation du dossier de l'AES, particulièrement la contradiction avec le Mali. L'isolement de l'Algérie vise à fabriquer une sorte de menace algérienne qui serait très dangereuse pour les pays de l'AES ou pour le Mali, avec un narratif qui vise à faire de l'Algérie une sorte de prédateur aux ressources naturelles du Mali, ce qui est totalement faux, parce que quand vous connaissez le potentiel minier de l'Algérie, ce n'est pas un pays qui irait encore chercher des ressources à côté. Donc, on crée ce narratif pour isoler l'Algérie, pour créer une sorte de menace algérienne qui est une menace illusoire, une menace artificielle,
et qui va justifier à terme l'élimination de ces symboles de la liberté et de la conquête de la liberté africaine. Et ça passe par des stratégies bien huilées, avec une stratégie de communication bien organisée, des acteurs qui, de part et d'autre, manœuvrent en coulisses et qui activent des velléités de repli identitaire. Malheureusement, aujourd'hui, l'opinion africaine est prise à revers et elle est prise dans le tourment de cette campagne de déstabilisation bien audit par les puissances occidentales, et elle répond favorablement à ces inputs envoyés dans le Sahel. C'est malheureusement ce à quoi on assiste. Très bien, très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après cela pour le grand angle de cette émission. Jonathan a commencé à nous parler il y a quelques instants justement de ce bras de fer entre Alger et Bamako et ses tentatives d'isoler Alger de son environnement naturel. Je viens vers vous, Monsieur Bembarti. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les tensions entre Alger et Bamako sont graves et peut-on craindre qu'elles s'exacerbent avec le temps, ou pouvons-nous espérer voir des esprits panafricains justement qui appellent à la retenue et à la construction telle que préconisée par l'Union africaine et par les pères fondateurs surtout de l'Union africaine, et notamment Alger fait partie de ces pères fondateurs, mais aussi le Mali avec son premier président Mobidou Keïta. Oui, non, mais je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter outre mesure. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, des velléités de développer des stratégies individuelles, mais celles-ci sont liées intrinsèquement à la jeunesse et à l'inefficience du narratif qu'a évoqué Jonathan. Et les narratifs sont là, bien entendu, pour faire accroire qu'il y a un sentiment de marginalisation, d'isolation, de ceci ou de cela. L'Algérie n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit, et je crois que de tous les pays africains, c'est celui qui a développé à travers son histoire, parce que l'histoire, elle est là, personne ne peut la gommer. L'histoire est là, et l'Algérie a montré à travers les soutiens qu'elle a développés vis-à-vis du Mozambique, contre l'apartheid, contre l'Afrique du Sud, raciste, contre les occupants de l'Angola, avec le Frélimo, avec le MPLA, avec tous ces pays qui ont bénéficié, entre autres, du soutien effectif de l'Algérie. Rappelez-vous que dans les années 70, on traitait Alger de la Mecque des révolutionnaires. C'était pas pour rien. Nelson Mandela, qui a passé une grande partie de sa vie dans les prisons et les geôles sud-africaines, lorsqu'il est sorti, rappelez-vous de son premier discours et de son premier déplacement. Donc, partant de là, les pères fondateurs sont là et personne ne pourra les gommer. Et le discours que tient l'Algérie est un discours qui reste fidèle à sa doctrine, à ce qu'elle a toujours développé depuis son indépendance chèrement acquise en 1962. Elle a été le phare de ce pays africain et elle continuera à l'être, même s'il y a des pays avec des gouvernements, j'allais dire de juntards, parce que ce ne sont que des juntards, qui développent une attitude tout à fait nuisible vis-à-vis de leur propre population d'abord, pas vis-à-vis de l'Algérie, parce que nous, ils ne nous touchent pas. M. Jonathan l'a bien démontré tout à l'heure, l'Algérie n'a besoin ni des ressources minières du Mali, contrairement à ce qui se dit, parce que certains panafricanistes, entre guillemets, ont développé une théorie disant que l'Algérie lorgnait sur les ressources en gaz et au pétrole du Mali. D'abord, encore faut-il prouver qu'ils en ont. Et deuxièmement, l'Algérie n'en a pas besoin. Elle a un Sahara qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés, donc elle n'a vraiment nul besoin d'aller chercher. C'est un peu ce qui se dit concernant la Russie qui fait 22 millions de kilomètres carrés en traitant qu'elle veut envahir, mais la Russie n'a pas besoin de territoire à conquérir. Donc, on revient à ce discours et ce narratif. S'il y a des populations qui tombent dedans, tant pis pour elles. Ce sont elles qui paieront le prix. Et le prix, ce sera toujours un pays à payer très fort, parce que ces populations ont un besoin accru de développement, de liberté, comme disait Jonathan, de recherche de sécurité, et ça c'est important. Mais on ne peut pas nier qu'il y a des populations qui sont différentes. Lorsque vous prenez le cas du Mali,
L'Azawad, le nord du Mali, il est peuplé de Touaregs. On ne peut pas gommer les Touaregs un beau matin. M. Assimi Goïta vient et dit non, les Touaregs, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. En 2014 et en 2015, lorsque l'Algérie a été sollicitée pour assurer ce qu'on a appelé le processus d'Alger, ce n'est pas nous qui avons décidé que l'Azawad serait ceci ou cela. Nous avons dit il y a lieu de faire une médiation et il y a lieu de dialoguer entre nous. Le Mali appartient à tous les Maliens. Il n'appartient pas qu'à M. Assimi Goïta. Justement, Monsieur Omar Ben Barti, on va revenir à cette médiation de l'Algérie qui a commencé, je rappelle, en 1991 avec les accords de Tamanrasset, puis arrive en 2006 les accords d'Alger, puis arrive en 2015 les accords issus du processus d'Alger pour justement tenter d'apporter un apaisement à cette région. Et on sait que au sein du Mali, au sein de plusieurs pays du Sahel, les tensions dites ethniques, et je mets ce mot entre parenthèses, sont souvent la raison de confrontation, que ce soit entre les gouvernements centraux, mais aussi entre ces populations elles-mêmes. Mais est-ce que finalement, on peut dire aujourd'hui, quand le Mali ou les autorités de la transition malienne ont décidé de mettre fin aux accords dits issus du processus d'Alger de façon unilatérale, elles ont définitivement changé de cheval de bataille ou changé de feuille de route ou changé carrément d'axe de géopolitique? Moi, je pense qu'elle se trompe. On ne peut pas gommer, encore une fois, l'histoire. Vous avez cité le début des processus de médiation qui remonte à Tamanrasset, à très loin, et les Touaregs, comme les Peuls, comme le Sangaï dont parlait notre ami Jonathan tout à l'heure, comme ce qui se passe actuellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, etc. Il y a des populations qui existent dans ces pays. Il y a lieu aujourd'hui de trouver les voies et moyens de faire en sorte qu'elles vivent ensemble. Et pour qu'elles vivent ensemble, il faut qu'elles y trouvent chacun son compte. Il ne s'agit pas de dire « moi j'ai le pouvoir et je vais écraser les autres ». Ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. Nous n'avons jamais raisonné comme ça. En Algérie, il y a des Chaouia, il y a des Kabyles, il y a des Arabes, il y a des ceci, il y a des cela, et il y a des Touaregs aussi. Mais les Touaregs algériens, ils ne sont pas en train de réclamer l'indépendance du Sud à Tamanrasset, et les Touaregs qui sont au Niger, et les Touaregs qui sont au Mali, et les Touaregs qui sont en Mauritanie, et ainsi de suite. Et les Peuls qui sont au Sénégal, qui traversent un peu, ils sont à travers tout le territoire de ces pays-là. Donc, moi, je pense qu'il y a une volonté délibérée de la part de ces jeunes-tards, qui sont des gamins à mes yeux, qui ne comprennent rien au processus historique et qui font en sorte qu'ils veulent développer des situations conflictuelles, mais encore faut-il avoir les moyens. Or, nous savons très bien, l'analyse objective et claire nous montre qu'ils n'ont aucunement les moyens d'affronter un pays comme l'Algérie. Ce n'est pas la France qui a réussi, c'est encore moins le Mali ou je ne sais quel autre pays qui réussira quoi que ce soit vis-à-vis d'un pays comme l'Algérie. Donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans le fait qu'il y a d'autres pays qui poussent et Jonathan l'a bien démontré, qui poussent à la marginalisation, mais ils ne font que s'auto-marginaliser eux-mêmes dans la mesure où, que ce soit les Émirats arabes ou que ce soit le Royaume du Maroc, nous savons tous, les Africains le savent aussi bien que moi, je suis allé souvent en Afrique et je connais très bien la situation de mes camarades africains. Il n'y a rien de ce que peut apporter les Émirats qui puissent satisfaire les pays africains. De la même manière que le Maroc ne peut en aucune façon satisfaire les demandes et les besoins des pays africains. L'Algérie n'est pas mieux placée, mais l'Algérie, au moins, elle a un discours clair. Elle dit il y a lieu de travailler ensemble, main dans la main, pour développer nos richesses. C'est ce qu'elle fait actuellement avec le Niger. L'Alliance des États du Sahel, ils sont dans une belle situation maintenant. Moi, je veux bien que M. Assimi Goïta se prenne pour je ne sais qui, un nouveau Napoléon, mais encore faut-il que les gens du Niger le suivent. Encore faut-il que les gens du Burkina Faso le suivent. Et ça, c'est pas à donner. Ce n'est pas encore demain, la veille, que ce genre de situation se mettra en place. Très bien. Est-ce que vous pensez que les autorités du Mali, justement, Jonathan a parlé tout à l'heure de ce qui se passe au nord du Mali. Est-ce qu'ils sont en train d'adopter une vision tout sécuritaire telle qu'elle a été imposée par les puissances occidentales qui ont mené des opérations qu'on sait aujourd'hui complètement, qui ont abouti à un échec absolu? Est-ce que c'est la même stratégie qu'ils sont en train d'adopter? C'est à moi que vous posez la question, à Jonathan. Oui, c'est à vous que je pense la question, M. Hamma.
Oui, non, moi je ne crois pas que le tout sécuritaire, justement, c'est là que l'Algérie se dénote par rapport à la situation et à l'attitude de ses voisins. Pardon. L'Algérie fait clairement savoir et clairement entendre que seule la médiation et le dialogue peut développer le vivre ensemble. Vouloir absolument imposer à son peuple, je dis bien à son propre peuple, ce n'est pas vis-à-vis d'une puissance coloniale, vouloir imposer une guerre fratricide, c'est aller vers l'explosion. Et donc, le tout sécuritaire ne résoudra en aucune manière le problème. Et ce n'est pas en faisant appel aux Russes ou à Wagner ou à je ne sais trop qui, qu'ils vont, et encore moins, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'ancienne puissance coloniale française, avec la MINUSMA, avec tous ces pays-là qui ont pendant des siècles colonisé l'Afrique. Ces pays-là n'ont pas réussi. Comment voudriez-vous qu'aujourd'hui un carteran de colonel décide, lui, d'imposer à des Touaregs qui sont là depuis des millénaires, je dis bien des millénaires, ils vont imposer quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. C'est une vue de l'esprit, et une vue de l'esprit qui va leur coûter excessivement cher. Très bien, Monsieur Benbarti, très chers téléspectateurs. On se retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette deuxième partie de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Et c'est au Sahel qu'on fait escale cette semaine, et pour parler justement de la géopolitique qui entoure le Sahel, des enjeux et des jeux des grandes puissances ou des puissances globales qui tentent à tout prix de déstabiliser la région pour tenter de mettre en avant leurs intérêts. Monsieur Benbarti, on continue sur ce point sécuritaire autour du Mali plus précisément, du Sahel et du Mali plus précisément. Monsieur Benbarti, à votre avis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le tout sécuritaire ne peut pas fonctionner au Sahel, bien que les autorités de la transition, là aussi, vous l'avez rappelé, considèrent que toutes les populations qui sont au nord ou toutes les populations qui ont des revendications sont des groupes terroristes ou sont à traiter comme des groupes terroristes? Oui, la difficulté, elle est là, Madame Makassi. La difficulté, elle est dans le fait que les pouvoirs centraux, dès lors qu'ils s'accaparent de ce pouvoir, considèrent que tout ce qui est contre ce pouvoir-là peut être considéré comme terroriste. C'est faux. C'est faux parce qu'il y a des situations conflictuelles qui existent et qui sont latentes, qui sont là depuis des siècles. Et à partir du moment où vous faites l'effort de les réconcilier, vous pouvez arriver à une situation d'équilibre. Mais si, au contraire, on continue dans la perspective du tout sécuritaire, le tout sécuritaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement développer davantage les moyens de répression. Donc l'armée, les forces de sécurité. Les forces de sécurité, c'est l'armée, c'est la police. Et à partir de ce moment-là, où ça se passe entre vous, à l'intérieur du même territoire, vous êtes dans une situation de conflit qui risque de dégénérer. Nous voyons ce qui s'est passé en Irak, nous voyons ce qui se passe au Soudan. Ça se passe entre eux au Soudan. C'est entre deux généraux qui s'écharpent et qui s'entretuent. Ce sont les civils qui payent le prix fort. Nous sommes capables de le voir en Libye aussi. En Libye, qu'est-ce qui oppose l'Est et l'Ouest de la Libye? En vérité, rien. Ils vivaient sans problème pendant des années. Et puis un bon matin, voilà, quelqu'un vient dire ça c'est à moi, et l'autre non c'est à moi, et c'est moi qui vais décider. À partir du moment où vous mettez en jeu des conflits, vous allez développer davantage des investissements dans le système de défense et de sécurité, et cela se fera au détriment, bien entendu, du confort du peuple, de sa liberté, de l'éducation, de la santé, etc. Si on considère qu'il vaut mieux avoir une paix, même si elle est fragile, mais une paix que l'on consolide à travers
de la médiation, du dialogue, ce qu'a toujours prôné l'Union africaine. L'Union africaine, c'était ça. Lorsque l'OUA a été créée, l'Organisation de l'Unité africaine, c'était de dire on ne va pas rentrer dans des conflits parce qu'ils avaient déclaré le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, parce que sinon ça va déboucher sur des guerres qui ne cesseront jamais. Et donc, on préfère investir dans la paix, le dialogue et le consensus plutôt que dans la guerre. Dès lors que vous investissez dans la guerre, ça veut dire des dépenses supplémentaires et ça veut dire de la misère pour les gens. Donc, moi, je considère que aller vers ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent eux, les terroristes, c'est complètement débile. Il y a du terrorisme, certes, il y a du banditisme, de la criminalité qui existe dans la zone du Sahel, mais elle est ancienne et elle peut être combattue. C'est le trafic d'armes, c'est le trafic de cigarettes, c'est le trafic d'organes, c'est le trafic d'êtres humains, etc. Ça peut se combattre, mais avec une union sacrée autour de ces situations, de ces phénomènes. Mais de là à vouloir confronter et dire que toute personne qui s'oppose à mon régime est un terroriste parce qu'elle n'est pas d'accord ou je ne suis pas d'accord avec elle, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Aujourd'hui, c'est les Touaregs, demain, ce sera les Peuls. Justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui au Mali ce qu'on appelle la question Peul ou la question Telgui, la question de l'ensemble des populations, de l'ensemble des populations qui composent le peuple malien ou la nation malienne? Est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui une montée d'un cran des tensions entre ces différentes populations, mais surtout une méfiance sur le front intérieur au Mali? Sur le front intérieur, bien entendu, parce que si la junte qui est au pouvoir actuellement continue dans son aveuglement à vouloir absolument privilégier une ethnie par rapport au reste des ethnies, et bien entendu, ça va aller vers des conflits incessants. Aujourd'hui, je le disais, c'est les Touaregs, demain ce sera les Peuls, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas avoir cette vision lorsqu'on est un homme sage et qu'on essaie de développer le pays avec tous les moyens. Parce que des richesses, il y en a, il suffit de s'organiser et de faire en sorte que chacun y trouve son compte. Mais pour que cela puisse se faire, il faut encore accepter de partager le pouvoir. Mais si ces pseudos, je disais bien tout à l'heure, les pseudo-panafricanistes développent un discours du style « seuls les gens qui ont la peau noire sont capables de dire la vérité », là, on n'est pas sorti de l'auberge. Moi, j'ai entendu des panafricanistes dire des choses horribles sur l'Afrique du Nord. Ils disent que nous sommes des Blancs et que, comme tels, nous devons disparaître de leur continent. Ça, en 2025, tenir un discours pareil, je suis beaucoup plus africain qu'ils ne le pensent et ce n'est pas mon existence qui date d'hier. Ça remonte à les Berbères, Massinissa et les Carthaginois et les Romains en ont su déjà quelque chose. Donc, je crois qu'il y a une volonté délibérée de la part, bien entendu, des Occidentaux ou bien de certaines puissances occidentales ou puissances tout court, de vouloir défendre leurs intérêts. C'est normal, mais il y a aussi de la part des autochtones, des indigènes, de ceux qui vivent dans ces pays-là, eux-mêmes, de ne pas avoir suffisamment de visibilité ou de recul pour dire qu'il y a lieu, bien entendu, de développer davantage de passerelles, de ponts entre les... Un Peul, ce n'est pas un Songhai, ce n'est pas un ceci, et un Touareg, ce n'est pas un... C'est un Malien, certes, mais il n'est pas malien au même titre que le gars de Bamako. Donc, si on lui dit non, au toi de là que je m'y mette, ce n'est pas ta place et tu vas disparaître, bien entendu que cet homme-là n'acceptera jamais, puisque c'est sa terre aussi. Les Touaregs, l'Azawad, ça appartient aux Touaregs, ça n'appartient pas à des gens qui viendraient un bon matin leur dire vous sortez d'ici et je vais vous massacrer à l'aide de drones ou de milices étrangères, qu'elles soient russes, françaises ou autres, qu'importe. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que vous n'avez pas à faire entrer des soldats étrangers sur votre territoire. C'est ça le principe de base. Et pour éviter justement de faire entrer des soldats étrangers sur mon territoire, je dois m'entendre et discuter et dialoguer avec les personnes qui sont sur la place. Bien entendu, cela ne m'empêchera pas de combattre les criminels, les bandits de grand chemin, ça c'est une autre histoire. Mais il ne faut pas confondre
la personne qui n'est pas d'accord avec votre vision du pouvoir ou bien du développement du pays. Quand vous prenez le Mali, vous voyez que la junte qui a pris le pouvoir il y a 4 ou 5 ans, elle se développe uniquement au sud et elle considère que le nord n'a aucune raison d'exister. Elle le délaisse complètement et elle considère que seules les armes les feront taire. C'est une grave faute. Pas une erreur, c'est une faute. Mais c'est une faute qui va leur coûter très cher. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Algérie, sa position de neutralité, elle est très claire. Elle dit, moi, je ne m'occupe jamais des problèmes internes dans les pays, je ne m'ingère pas, mais si vous me sollicitez, ça a été l'objet de la médiation, rappelez-vous, vous l'avez si bien cité tout à l'heure, dès les années 80, ça a commencé, mais pour faire de la médiation, pas pour faire de... La médiation, ça veut dire de la négociation. C'est un peu ce qui se passe actuellement avec les relents d'un Retailleau en France et de l'extrême droite française qui ne veut pas accepter de discuter, de dialoguer d'égal à égal. Elle considère qu'elle a encore des ordres à donner à des populations en écoutant des petits voyous comme Amir Boukhars ou comme je ne sais qui, Rachad, et en interdisant à Alain, qui a été naturalisé français il y a quelques mois, et dire j'exige absolument sa libération, mais entre-temps, lorsque l'Algérie lui demande d'expulser, comme elle avait fait pour le banquier qui était en Angleterre, lorsqu'elle lui demande d'expulser Bouchouarib, elle dit non, je ne m'expulse pas. Mais au nom de quoi? Deux poids, deux mesures, ça ne marche pas. Très bien, Monsieur Benbakri. Justement, vous avez parlé de cette transition au Mali qui est en train de changer petit à petit sa feuille de route ou sa philosophie politique, que ce soit sur le niveau intérieur ou le niveau de la géopolitique. On revient à l'AES, à la Confédération des États formés par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les trois aujourd'hui ont décidé de multiplier leur coopération militaire avec d'autres pays au-delà des pays occidentaux. Mais on a vu des exactions, notamment au Mali. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la rupture présentée par les États de l'AES sont une décision qui va vers une souveraineté réelle du Sahel, ou ça sera un peu plus compliqué? Je crains que ce ne soit un peu plus compliqué qu'on ne le pense. On a beau dire, on a beau faire, c'est bien qu'il y ait eu la création de l'Alliance des États du Sahel. C'est pas une mauvaise chose quand il y a des États qui s'unissent comme ça. Nous avions essayé nous-mêmes avec l'Union du Maghreb arabe, et vous avez vu le résultat que ça a donné. C'est pas une mauvaise chose, mais dans le même temps, il y a trop de différences entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il y a trop de différences. On ne peut pas, comme ça, un bon matin, décider, parce qu'il y a 3 chefs militaires qui décident, un maréchal, un général et un je ne sais quoi, et un capitaine, qui décident un bon matin de s'unir. Oui, l'armée peut s'unir. L'armée peut trouver des voies et moyens de faire en sorte qu'ils développent une défense commune. Ça, ce n'est pas interdit. Mais de là à penser que le Nigérien d'Agadez, le Nigérien de Niamey soit l'équivalent du Malien de Bamako et du Burkinabé de Ouagadougou, là, je crois qu'il ne faut pas trop rêver aussi, il ne faut pas se créer de fausses illusions. D'autant que ces pays sont très, 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 très sous-développés. Ils ont besoin de leur... Ce sont des pays enclavés déjà, mais ils ont besoin de leur voisinage. Et si vous vous mettez sur le dos... de dire que finalement, aujourd'hui, c'est juste une alliance de circonstances que forment ces 3 pays-là. C'est une alliance de circonstances, mais si ça peut déboucher sur des effets de synergie intelligente, moi, au contraire, ce serait une bonne chose. Mais si ça ne fait que déboucher sur des accords de défense, uniquement, mais des défenses par rapport à qui et par rapport à quoi? Ils disent les terroristes. Mais le terrorisme, nous en savons quelque chose, nous, en Algérie, le terrorisme. Nous l'avons combattu pendant 10 ans. Ceux qui viennent aujourd'hui avec des gorges chaudes nous dire vous êtes un pays terroriste et nous aidons les terroristes, moi, ils me font bien rigoler. Je leur dis mais vous êtes malades ou quoi? Nous avons combattu le terrorisme pendant 10 ans et Dieu sait s'il a fait des victimes dans ce pays. Vous en avez connu des collègues, des journalistes, etc., qui se sont fait buter par des Algériens. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas qualifier de terroriste quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous.
On le qualifie d'opposant, certes, mais encore on discute avec lui, on se met d'accord. Maintenant, si vous faites une alliance des États du Sahel uniquement pour combattre le terrorisme, je crois que ça ne va pas durer éternellement parce qu'il y a des populations qui ont besoin d'autre chose. Les populations, elles ont besoin de confort, de liberté, de santé, de soins médicaux, d'écoles, etc., de pain. Il faut les nourrir. Il suffit que l'Algérie ferme sa frontière avec le Mali. Regardez ce qui se passe actuellement en matière de lubrifiant et en matière de pétrole. C'est pas normal. Nous, on n'est pas heureux de voir ça. Et dans le même temps, on se dit, mais comment faire entendre raison à un colonel qui a été libéré, je le rappelle, grâce à l'Algérie, parce qu'il avait été fait prisonnier, au cas où il aurait oublié ce monsieur. Très bien, Monsieur Benberti, une dernière question concernant l'AES et on passe à un autre volet. Aujourd'hui, cette confédération des États de l'Afrique de l'Ouest, les populations de la région attendent beaucoup. Elles ont beaucoup d'espoir vis-à-vis de cette configuration historique finalement. Est-ce qu'on peut s'attendre est-ce que ces États, par exemple, demandent à sortir, qui sont sortis aujourd'hui de la CEDEAO, demandent à sortir, par exemple, du franc CFA ou des décisions un peu plus souveraines et qui dépassent le militaire pour aller vers le développement? Vous savez, la souveraineté, Madame Tininen, la souveraineté, ça a un prix. La première décision qu'avait prise le gouvernement algérien en 1962, lorsqu'il a eu son indépendance, et je rappelle au passage que nous étions en département français, pour certains qui l'auraient oublié, que nous avons mené une guerre qui a duré plus de 7 ans, parce que depuis 1830, nous sommes en guerre. Et la souveraineté, ça commence par la création d'une monnaie. Et nous avons commencé avec le Fonds de solidarité Sandouk Tadamoun à créer le dinar algérien alors que les caisses étaient vides. Rappelez-vous, l'État français, lorsqu'il est parti, là, il a vidé toutes les caisses du trésor algérien. Aujourd'hui, ces 3 États du Sahel continuent de fonctionner avec le franc CFA. Le franc CFA, il est fait à Chamalières. Chamalières, c'est une petite ville, une bourgade autour de Clermont-Ferrand. Le franc CFA, il émarge sur le trésor public français. À partir du moment où vous n'êtes pas encore en mesure de frapper votre monnaie à l'effigie de je ne sais quel héros malien, burkinabé ou nigérien, vous ne pouvez pas continuer à développer et à dire je paye en francs CFA, etc. Ils ont quitté la CEDEAO, d'accord, encore sur un coup de tête, mais la CEDEAO voulait les envahir. La CEDEAO avait des velléités guerrières avec ces pays, alors qu'eux-mêmes étaient des pays fondateurs de la CEDEAO. Donc, il a fallu que l'Algérie mette son grain de sel pour dire aux gens du Nigeria, par exemple, ça il faut le rappeler aussi, dire au Nigeria, vous ne touchez pas au Niger. Et c'est comme ça que le Nigeria a fait marche arrière. Il a fallu que l'Algérie dise à la France, il est hors de question que vous survoliez le territoire algérien pour venir taper sur le Niger. Et ça, nos amis nigériens ne l'ont pas oublié. Si maintenant il y a des hommes politiques qui, pour le pouvoir, sont capables de dire des mensonges, ça c'est leur problème. Maintenant, ils assureront eux-mêmes ce qui va advenir de leur pays. Parce que ces pays-là, enclavés comme ils sont et ne vivant qu'avec le soutien d'un pays qui s'appelle la Fédération de Russie, militaire, j'entends, soutien militaire, ne pourront pas durer longtemps uniquement sur ça. Ils doivent développer leurs ressources, ils doivent développer leur pays, ils doivent s'assurer que toutes les populations du Niger, du Mali, du Burkina Faso et d'autres régions soient impliquées dans cette affaire-là. Il faut arrêter les migrations clandestines. Il va falloir faire ceci, il va falloir faire cela, il va falloir les doter en matière d'eau, qu'ils aient des centrales d'électricité qu'ils n'ont pas. Il y a 80% de la population nigérienne qui vit sans électricité. Donc à partir de ce moment-là, moi, je veux bien, j'ai rien contre, moi, que ce soit un pouvoir militaire qui s'exerce à Bamako ou à Niamey ou à Ouagadougou. Le problème, il est que vous avez une vision, vous n'en avez pas. Si votre vision, ça s'arrête uniquement dans le tout répressif, dans le tout sécuritaire et uniquement dans le combat contre le terroriste, là, je leur dis bonjour. Je leur dis bonjour les dégâts parce qu'ils ne vont pas s'arrêter. Et ce n'est pas les populations qui vivent sur leur territoire qui arrêteront de développer leur opposition à ces régimes-là. Donc, l'association des États du Sahel, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais encore faut-il que ce ne soit pas uniquement et exclusivement basé sur des trucs symboliques comme avoir un passeport commun
ou sortir du franc CFA, ce qui n'est pas encore fait, cela fait plus de 4 ans qu'ils sont au pouvoir, mais ils n'ont toujours pas quitté le franc CFA. Moi, je demande à voir, je veux voir quelle est leur politique de développement, quelle est leur politique d'industrialisation, quelle est leur politique agricole, quelle est leur politique hydraulique. Est-ce qu'ils en ont une? C'est bien d'acheter des armes, mais ça ne suffit pas. Très bien, Monsieur Beparti, au sein du Sahel se cache une autre guerre beaucoup plus pernicieuse, c'est l'accaparement des terres ou l'accaparement des richesses des populations sahéliennes. Et pas qu'au Sahel, et c'est un problème qui touche principalement l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, ou si ce n'est l'ensemble du continent africain aujourd'hui qui fait face à l'accaparement des terres par les grandes multinationales et les puissances occidentales. Monsieur Beparti, avant de revenir sur ce point, on va revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. On sait aujourd'hui que le Sahel était aussi, bien que enclavé, il est directement lié au destin des pays qui l'entourent, notamment le Cameroun, le Soudan, la Somalie, Djibouti, la Corne de l'Afrique. Est-ce qu'on peut considérer que cette région, l'ensemble de ces pays que je viens de citer, font face à de nombreux abcès sécuritaires et à de nombreuses difficultés? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le fait de déstabiliser le Sahel fait partie de cette stratégie systémique organisée par les puissances occidentales dont l'objectif est de balkaniser ou de créer des micro-petits États au sein du Soudan, au sein de cette région? On l'a vu, le Soudan a été scissionné et aujourd'hui on s'apprête à aller à de nouvelles divisions et à de nouvelles fractures au Soudan. Bien sûr, mais je crois que c'est l'objectif recherché, c'est de balkaniser, comme vous l'avez si bien dit, de balkaniser l'ensemble du continent. Regardez ce qui se passe au Congo, enfin au Zaïre. Vous avez un tout petit pays qui s'appelle le Rwanda, qui pille un pays énorme qui s'appelle le Zaïre. Il y a quelque chose qui cloche, moi je ne comprends pas. Et ça, c'est la main, bien entendu, des autres puissances, qu'elles soient occidentales ou autres, qui sont là pour justement, le Cameroun lui-même va faire l'objet de scission. On parle du Cameroun du Nord qui est anglophone et le Cameroun du Sud qui est francophone, etc. Ces pays ne sont pas sortis de l'auberge. Sauf qu'il y a eu les pères fondateurs. Les pères fondateurs en Afrique du Sud, en Algérie, au Ghana, Kwame Nkrumah et Lumumba qui a été assassiné, etc. Ces gens-là, ils avaient une vision qui leur permettait dans les années 60-70 de développer ensemble leur société. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on découvre que des putschistes arrivent et parce qu'ils ont le pouvoir de la mitraillette, et donc ils se mettent en place et ils pillent autant qu'ils peuvent ce qu'il y a à piller. Ils le pillent pour une ethnie ou en faveur de telle ou telle puissance. Vous croyez que les pays, quels qu'ils soient, les pays de l'Est ou du Nord ou de l'Ouest ou du Sud, ne viendront jamais, ni la Fédération de Russie, ni la Chine, ni les États-Unis, ni la France, aucun ne viendra en Afrique uniquement pour les beaux yeux des Africains. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Ces pays-là n'ont que des intérêts et s'ils viennent, c'est pour vendre leurs armes, c'est pour prendre l'uranium, c'est pour prendre de l'or, c'est pour prendre les diamants, le lithium, etc. Donc partant de là, une fois qu'on a compris ça, on essaie de développer une politique d'équilibre dans le sens où on se dit que si on n'est pas le plus fort, il faut être le plus sage. Si je ne suis pas le plus fort, j'attends d'être le plus fort. Regardez ce qui se passe en Iran aussi. J'essaie d'être le plus sage et pour être le plus sage, il s'agit de surveiller ses arrières et de faire très attention à ses alliances. Partant de là, l'Afrique n'est pas sortie de l'auberge en termes de convoitise. Ces pays ont tous besoin de matières premières. Or, les matières premières sont en Afrique. Pourquoi on parle beaucoup plus de l'Afrique et on ne parle pas de l'Amérique du Sud? Bon, peut-être qu'il y a la distance, mais toujours est-il qu'en Amérique du Sud, il y a aussi des velléités pour éteindre le Venezuela, pour faire en sorte que le Pérou ne s'exprime pas, pour que la Colombie traverse ce qu'elle a traversé, etc. Donc, il y a toujours des intentions mal intentionnées ou mal servies par des intérêts tout à fait objectifs, mais subjectifs certes, mais objectifs, ils sont là, on ne peut pas les changer. Et partant de ce principe-là, vous avez le néocolonialisme, d'accord, on sait ce que c'est, on le connaît, on a eu à subir ses affres, mais toujours est-il qu'il n'y a pas que le néocolonialisme, il y a l'ensemble des intérêts de la planète qui fait que aujourd'hui la Fédération de Russie ou les États-Unis d'Amérique ou la Chine se battent chacun pour un leadership particulier et ils ne se feront pas de cadeaux. Et ils vous en feront encore moins
à vous, petit pays. Donc, à vous aussi de développer une vision qui soit en adéquation avec les velléités des uns et des autres. Est-ce Parce qu'on que peut, si Monsieur autrement, Bombardier, oui, une dernière oui. question, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui l'accaparement des terres et des richesses et des semences en Afrique sert principalement à des projets de mines, d'agro-industrie, de bases militaires, ou sert les multinationales qui veulent finalement faire du Sahel une zone de non-droit? Dans l'état actuel des choses, lorsqu'on observe un petit peu ce qui se passe dans ces pays-là, on peut répondre par l'affirmative à la question que vous vous posez, dans l'état actuel des choses. Mais est-ce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que ces pays-là qui ont maintenant une autre vision apparemment de ce qu'ils devraient être, est-ce qu'ils ont une politique hydraulique? Est-ce qu'ils ont une politique agricole? Est-ce qu'ils ont une politique sanitaire? Est-ce qu'ils ont une politique d'industrialisation? Moi, je demande à voir. Moi, je veux bien que le maréchal Tchiani ou le général Tchiani ou le général Goïta ou je ne sais qui ou le capitaine Traoré fassent. Mais est-ce qu'ils s'y restent dans la vision? C'est que ce sont des militaires avant toute chose. Ce ne sont pas des technocrates que je sache. Les militaires n'ont qu'une vision, c'est la vision sécuritaire. Je comprends. Elle est naturelle, elle est normale. Mais toujours est-il que le Niger, quand il était dirigé par Bazoum et compagnie, c'était un réservoir de ressources pour l'Occident, pour la France en particulier. Aujourd'hui, il a été renversé, et tant mieux. OK, mais maintenant, il y a lieu de faire en sorte que ces transitions ne durent pas des masses et revenir à des visions un peu plus civilisées, entre guillemets, de sorte que l'on puisse avoir un développement pour l'ensemble des populations de ces régions-là. Si on reste dans le tout sécuritaire, si on reste uniquement avec la vision militariste et on ne voit sur les écrans de ces chaînes de télévision, le Niger, vous ne voyez que des militaires. Très bien, Monsieur Bombardier, très bien. Malheureusement, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti pour cette émission. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes analyste politique et que vous m'avez rejoint depuis Oran, en Algérie. J'ai été également accompagné durant la première partie de cette émission de Jonathan Batongene, spécialiste de la géopolitique africaine. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.